Allô, allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir, professeur. On vous entend. Bien, je vois pas les autres connectés. J'ai que 3 connexions, 4, maintenant 5. Est-ce que tout le monde est informé qu'on devrait commencer à 18 heures? Oui, normalement, tout le monde est informé parce que, en tout cas, l'information est partagée dans le groupe. Ok, d'accord. On attend 5 minutes avant de démarrer. Si vous avez un groupe de WhatsApp, est-ce que vous pouvez relancer les uns et les autres? Si, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok, d'accord. Alors, en fait, ce que j'ai prévu de faire avec vous, c'est d'introduire un nouvel chapitre, mais aussi de faire un TD que je vous ai envoyé pour que chacun puisse le reproduire. On va le faire ensemble. Donc, chacun essaie de reproduire ce qu'on va faire. Si vous l'avez déjà préparé, c'est tant mieux. Je vous ai invité à le préparer. Ça vous donnerait une idée de comment on s'y prend. Mais si vous n'avez pas réussi à le faire, on le fera de toutes les façons ensemble. Mais en amont, je voudrais partager avec vous l'introduction d'un nouvel chapitre, donc qui va nous permettre un tout petit peu de comprendre pourquoi et comment on va aller vers une acquisition de données et les données primaires qui sont obtenues, comment ces données-là vont faire l'objet de traitement et comment on pourrait interpréter ou utiliser ces données-là plus tard. Donc, dans un premier temps, je vous propose peut-être 40 minutes ou 1 heure de temps pour introduire ce chapitre-là. Et ensuite, on revient sur le TD. Est-ce que ça vous convient comme ça? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ça vous convient comme ça? Oui, je Oui, pense que c'est c'est bon, bon. on peut faire le cours et puis reprendre avec le TD. Ah, préfère faire le TD après. OK, donc on va commencer avec ça sans tarder. Donc, je sais combien de connexions. C'est encore très peu. Vous êtes combien au total? Environ Allô, 6. vous êtes combien au total? 16 environ, 6. Dans le groupe où il Oui. est présent. Non, non, non. Pour la promo, vous êtes combien? Ah, on est 20. Vous êtes 20. Oui, c'est ce que je vois dans le groupe. Ceux qui sont dans notre groupe là sont 20. On est au nombre de 20. Mais là, on n'est même pas à la moitié. Il n'y a pas de disconnexion. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, on se donne 5 minutes tout au plus. On va commencer à 25. Donc, pour donner la chance aux uns et aux autres de se connecter sans démarrer le cours sans eux. D'accord?
Alors, on va commencer maintenant. Alors, l'idée, c'est de parcourir avec vous ce support-là qui traite des bases de données. Peut-être que certains ont déjà entendu dire. Les bases de données biologiques. Donc, à faire la différence tout de suite que plusieurs types de bases de données existent. Dans le jargon, on appelle tout base de données. Donc, tout ce qui est fichier, support, qui pourrait constituer une matrice pour stocker de l'information là-dessus. Donc, cette information peut être de nature très variable. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici quand on parle de base de données, c'est d'aller chercher un tout petit peu les entrepôts de données de séquences biologiques. Ça pourrait être des séquences nucléotidiques comme des séquences protéiques. L'un dans l'autre, c'est d'aller chercher ces informations-là avec les métadonnées qui sont associées à ces séquences-là. Donc, on va essayer de faire le tour de ces différents types d'entrepôts de données. Donc, c'est un cours introductif qui vise à donner un aperçu sur les types de bases de données qu'on peut rencontrer, sur leur organisation et leur utilisation. Donc, quel est le format, par exemple, on pourrait se poser une question, quel est le format et le stockage des données? Donc, les données sont stockées dans quel format et comment le stockage se fait au niveau de ces entrepôts de données. Il y a aussi la question de l'adressage des requêtes. Donc, c'est quoi l'adressage des requêtes? C'est dans votre TD, il vous a été demandé d'utiliser un certain nombre d'accessions pour aller chercher les séquences correspondantes dans une base de données spécialisée. On pouvait vous demander de faire la même chose pour aller chercher la même information au niveau d'une base de données généraliste. Donc, dans la pratique en bioinformatique, il apparaît clair que souvent, on est amené à aller chercher des données au-delà des données expérimentales qu'on a obtenues au laboratoire. Généralement, on se complète avec d'autres données qu'on va collecter dans d'autres entrepôts de données, là où d'autres utilisateurs des mêmes types de données auront partagé ou publié leurs données. Donc, on utilise ces données-là pour N raisons, pour N motivations, mais dans tous les cas, l'utilisation qu'on en fait, c'est quelque part pour éclairer davantage les analyses que nous faisons ou que nous envisageons, c'est de les conforter, c'est de les comparer et aussi c'est de voir leur portée dans un contexte plus général. Donc, l'adressage des requêtes va être aussi une étape très importante et généralement, qu'est-ce qui est recherché dedans, dans ces requêtes-là, au-delà de la collecte? Généralement, il y a une activité de recherche d'homologie qui se fait. Pourquoi la recherche d'homologie? On va revenir sur ces aspects-là dans un autre cours sur l'alignement, par exemple. Donc, cette recherche d'homologie, fondamentalement, va répondre à un besoin qui est le suivant, autant pour moi. On cherche des homologies, c'est pour quelque part déduire des fonctions à partir d'une connaissance. Déduire des fonctions soit d'ordre structural ou fonctionnel. Je m'explique. Lorsqu'on vous présente un objet, une entité, cet objet-là renseigne sur un autre objet qui lui est apparenté. Par exemple, vous regardez un tout petit peu chez un individu. Nous, on est bipède. Mais quelque part, vous regardez la transition pour les primates non humains, par exemple les chimpanzés. Nous avons nos 4 membres, ils ont aussi leurs 4 membres. Mais les membres avant qu'ils ont sont apparentés aux membres supérieurs que nous avons. Même si nous, on est bipèdes essentiellement, mais on va dire que c'est l'équivalent. Les mains que nous avons sont l'équivalent de leurs membres. Leurs membres avant sont l'équivalent de ce que nous avons ou considérons comme des membres supérieurs. Donc, en regardant la disposition anatomique sur l'individu de ces entités-là, on peut associer ou rapprocher ces deux entités en donnant les mêmes fonctions, autant structurales que fonctionnelles, à ces entités-là. Donc, on va donner les mêmes attributs. Ramener à ce qui nous intéresse dans ce cours-là,
Si on a une protéine, par exemple, alpha, on s'intéresse à savoir quelle est la structure de la protéine alpha d'un point de vue séquentiel. Donc, si on connaît la structure de la protéine alpha, on a une nouvelle protéine, mais on ne sait pas où classer cette nouvelle protéine. C'est un besoin, par exemple. C'est un besoin analytique. Donc, pour mieux classer cette protéine-là, on pourrait être amené à comparer cette protéine-là d'un point de vue structural avec tout ce qui est connu comme protéine à ce jour. Donc, le fait de comparer la protéine nouvellement analysée et qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, contre tout ce qui était connu, nous donnera une indication pour dire ce que vous cherchez est similaire et homologue avec ce qui est là ou là, jusqu'à tel pourcent de similarité vous avez. Et donc, en fonction de l'importance de cette homologie dont on cherche derrière, on va dire si on connaissait le rôle de la protéine alpha sur la base des éléments de similarité avec une protéine pour laquelle nous n'avons pas d'informations actuelles, on peut se projeter pour dire, maintenant qu'on est dans les mêmes proportions de ressemblance, on peut attendre les mêmes fonctions entre les deux. Donc, pour dire la similitude dans la structure évoquerait la similitude dans la fonction. Si on est similaire dans comment on est composé, dans comment nous fonctionnons, on peut attendre que nous ayons les mêmes fonctionnalités. Donc, voici un exemple qui va être très usité en termes d'analyse et d'identification de séquences. Donc, c'est une façon de faire et connue sous des épreuves de BLAST, par exemple. D'accord? Donc, on va tour à tour voir cela. Et donc, ce cours va être articulé comme ci. On va voir des éléments de définition et des concepts généraux, des types d'organisation des bases de données, les sources et les organisations de ces bases de données-là. Donc, où est-ce qu'on va aller trouver les informations qui sont stockées dans les bases de données et comment ces bases de données sont organisées. C'est important. On va au passage décrire des éléments d'exemple de bases de données, notamment NCBI, qui pourrait être considéré comme une base de données à caractère généraliste. On va voir aussi, dans la typologie des bases, on va voir déjà qu'est-ce qu'une base généraliste, qu'est-ce qu'une base spécialisée, ça on va le voir, mais aussi dans les formats de stockage des données, les requêtes et les explorations de données qu'on pourrait faire. Donc, requête, ça voudrait dire quoi? Moi, j'ai mes interrogations, j'ai mes questions. Maintenant, comment je prends ces questions, ces interrogations en utilisant les bases de données, en interrogeant les bases de données? Comment cette interrogation-là pourrait répondre à moi, mes besoins d'ordre analytique? Donc, on va voir le caractère ou les aspects exploratoires de ces données-là, comment on peut faire parler ces données. Et à partir de ce moment, quelle est la fiabilité des données qui sont entreposées au niveau des bases de données et de manière plus exhaustive, quelles sont les préoccupations liées aux bases de données. Donc, est-ce que l'information qui est dans les bases de données est suffisamment bien entretenue, elle est bien organisée et on a une confiance qu'on peut adosser sur ces données-là et que ces données-là sont reproductibles, elles sont redondantes. Est-ce que tout cela est garanti en amont? Donc, pour que l'on puisse définitivement se fier à l'exploration et à l'utilisation de ces bases de données. Donc, comme élément de définition, une base de données va être un ensemble structuré. C'est très important de le comprendre. Toutes les bases de données, on vous dira en sciences de l'information, quand on vous demande, est-ce que vous avez des données? Oui. Est-ce que ces données-là sont structurées dans un format? Généralement, c'est ce qu'on va vous demander. Parce que si c'est le cas, ça va être facile d'exploiter ces données-là. On n'aurait pas à traiter au cas par cas les entrées. Par exemple, je vous donne un exemple très terre-à-terre de base de données. Ouvrez votre fichier Excel, renseignez, colonne, ligne. Mettez sur une colonne, vous dites, je mets le code des N échantillons que je vais utiliser. Donc, c'est la colonne dédiée au code, à la dénomination
du code de chaque échantillon qui va se représenter sur les lignes. La deuxième colonne, vous pouvez dire quel est le type d'échantillon. Donc, dans cette deuxième colonne, vous renseignez pour chaque code quel est le type d'échantillon concerné. La troisième, c'est la localité. La quatrième, c'est la source de l'échantillon. Est-ce que c'est un prélèvement urinaire, un prélèvement, c'est un prélèvement, on va dire, de cheveux? Est-ce que c'est un prélèvement biopsique? Est-ce que c'est ainsi de suite? Donc, selon la nature du prélèvement, vous avez aussi une colonne dédiée. Et donc, lorsque vous avez N colonnes, N lignes, mais c'est N entités, c'est-à-dire chaque ligne correspond à une entrée d'information. D'accord? Et donc, on va dire, vous êtes sur un fichier pour lequel toutes les entrées sont renseignées de manière très standardisée. Donc, ce qui vaut pour une ligne dans le traitement informatique vaut pour les autres lignes. Donc, vous n'êtes pas embêté sur le plan de la structuration de ces données. C'est très important. Dans la pratique, comment on prend en charge ces données. Et ce qui fait, même si vous ne faites pas forcément une analyse bioinformatique, ce fichier Excel que vous avez, on vous demande d'inférer une statistique descriptive sur ce fichier-là en utilisant n'importe quel logiciel, SPSS, Excel, Excelat, donc n'importe quel, ou Jump, n'importe quel logiciel d'exploration de données descriptive. Donc, vous allez utiliser ces colonnes et ces lignes parce que les informations que vous avez renseignées dans les colonnes, dans les lignes, sont uniformes. Et donc, si vous voulez faire une analyse pour regarder deux paramètres, deux variables dans chaque base de données, dans chaque matrice que vous allez importer dans vos outils d'analyse, vous allez pouvoir comparer des variables qui vont être classées soit en fonction de vos colonnes ou classées en fonction de vos lignes. Et donc, tout le monde, chaque personne qui aurait fait de petites analyses en statistique aurait déjà utilisé un tableau de contingence. C'est le minimum qu'on aurait vu. Donc, tableau qui renseigne des paramètres, par exemple, sur une ligne, sur des lignes et des dénominations sur des colonnes ou inversement. Dans tous les cas, vous avez une matrice qui va vous permettre d'inférer une description par rapport à ces données, par rapport à leur structure. Donc, pour revenir à la définition, on dit que c'est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin de faciliter leur utilisation. Donc, une base de données en soi n'est pas faite pour embêter l'utilisateur, elle est faite pour faciliter le travail de l'utilisateur. Donc, elle va permettre l'ajout, la mise à jour et l'extraction d'informations. Donc, on va dire que la base, elle est dynamique. Donc, comment? Parce que je tiens une base de données, je peux ajouter de l'information, je peux soustraire de l'information, mais je peux aussi extraire une information sans que la base, on en perd l'information. C'est différent lorsque je supprime une information. Donc, je peux extraire une information. Donc, c'est comme si je suis parti prendre ce qui m'intéresse dans la base de données. Je peux supprimer une information de la base de données. Ça voudrait dire que l'opération pourrait être irréversible. Et je pourrais aussi ajouter une information. Donc, j'étoffe la base de données. Donc, c'est des caractéristiques qui vont normalement faciliter l'utilisation de cet outil pour un opérateur. Donc, une base de données peut aussi nous donner l'opportunité de comparer une donnée avec celle existante. C'est ce que je disais tantôt. Vous avez une information, vous voulez regarder comment elle est par rapport à une autre information déjà disponible. Donc, dernier schéma, c'est interroger ou rechercher une information spécifique et ciblée. Ça voudrait dire quoi? Je vous donne un exemple encore. Sur votre fichier Excel, tout le monde travaille, tout le monde a déjà ouvert, créé un fichier Excel. Donc, sur le fichier Excel, admettons que vous avez renseigné l'ensemble des noms et prénoms de votre promo dans ce fichier-là.
et que vous avez renseigné en même temps la rubrique date et lieu de naissance. Vous avez renseigné dernier établissement fréquenté, par exemple, pour chaque étudiant de cette cohorte. Maintenant, si moi je venais à vérifier, est-ce que l'un d'entre vous est déjà inscrit dans ce fichier-là, ce que je vais faire, je vais juste interroger votre base de données. En faisant quoi? Un contrôle F et je saisis dans la barre de recherche l'information recherchée. Si le nom de famille que moi je veux rechercher par défaut existe dans cette base de données-là, si c'est un Job, si c'est un Jai, si c'est un Barry, dès l'instant que je saisis la chaîne de caractères et j'entre la requête, je valide, normalement, si oui, ça devrait m'afficher la ligne ou la colonne correspondante où c'est inscrit Ndiaye ou Job. Le cas contraire, ça me dirait que oui, la recherche n'aurait rien donné, aucun élément trouvé. Et donc, interroger ou rechercher une information spécifique, ciblée, est d'autant plus facile dans une base de données structurée. Donc, souvent, ces bases de données-là sont stockées dans un fichier plat, ce qu'on dit flat file. Donc, ces fichiers-là, c'est des fichiers qui, généralement, vont être des fichiers tabulaires et qui respectent une disposition particulière. Et donc, ce qui fera qu'on peut facilement les importer dans différents types d'outils. Donc, on peut l'importer dans R, on peut l'importer dans SPSS, on peut convertir, on peut l'importer dans Jump, par exemple, on peut l'importer dans plusieurs catégories d'outils qui font aussi bien de la programmation informatique, aussi bien des statistiques. Donc, ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte. Donc, lorsqu'on regarde maintenant sur la typologie, combien de types de bases on peut rencontrer pour ce qui nous intéresse ici. Les bases de données sont organisées selon le modèle de données qui peut être différent d'un type à l'autre. Donc, tout dépend de la nature de la donnée qu'on veut stocker dans la base de données. Et donc, ça en donne l'assignation même de la typologie de la base. Donc, on parle de bases qui sont articulées sur une architecture ou un modèle hiérarchique. Il y en a qui sont en forme de réseau. Il y en a qui sont des modèles relationnels. Il y en a qui sont des modèles orientés, semi-structurés, associatifs ou contextuels. Mais dans la plupart du temps, dans ce que vous allez utiliser en bioinformatique, c'est le modèle basé sur des données relationnelles. Et ces bases de données sont l'une des plus utilisées et reposent sur 12 règles en général. Donc, en informatique, il y a spécifiquement ce qu'on fait en informatique, un cours orienté sur cette catégorie de bases de données, les bases de données relationnelles. Donc, c'est un cours à part où on nous donne les critères que devront satisfaire chaque fois qu'on appelle une base de type relationnel, elle devrait répondre à ce besoin-là. Et qu'est-ce que ces bases relationnelles-là font pour un utilisateur, par exemple? Dans une base de données relationnelle, il faut que cette base-là satisfasse à des conditions, par exemple. Si la base, elle est mise en ligne, que moi, je suis à un endroit, à une localité, par exemple, je suis à Thiès, que vous êtes sur Dakar, sur différents quartiers, et que l'autre est peut-être à New York, on va avoir tous à attaquer la même base de manière synchrone. Donc, on peut tous intervenir sur la même base, demander des informations de manière séparée. Moi, j'interroge la base pour savoir quel est l'âge de chaque étudiant. L'autre s'intéresse à savoir le nom de famille. L'autre s'intéresse à savoir les origines de chaque étudiant, et ainsi de suite. Tout ça se fait dans une seule entité qui est la base de données relationnelle. Mais cela n'empêche pas l'issue de la requête de la personne qui est à Thiès ou celle qui est à Dakar ou celle qui est aux États-Unis. Chacun aura de manière indépendante la résolution de ces requêtes sans que la base ne cède. Donc, c'est une des caractéristiques
fondamentale des bases type relationnel. Donc, on va pouvoir interroger différemment ces bases et de manière concomitante, sans qu'il y ait des incidents autour. Donc, les banques de données de séquences biologiques sont organisées essentiellement en deux catégories. C'est aussi des bases de données. On parle de banques de données parce qu'on y entrepose une information. Elles sont de deux catégories. D'accord? Et ces deux catégories-là, on va qualifier d'un côté les banques de généralistes et de l'autre côté les banques de spécialisés. Dans le premier cas, lorsqu'on dit que la banque elle est généraliste, on attend que cette banque centralise des séquences qui sont connues, tout domaine confondu. C'est des banques qui vont avoir des vocations d'archivage de l'information. Alors que dans une banque spécialisée, on va avoir des thématiques qui sont propres à cette banque-là. C'est-à-dire c'est une banque qui s'occupe que des séquences de protéines, par exemple. C'est une banque qui est spécialisée pour des séquences de protéines. Donc, elle ne fera que des séquences de protéines. Elle ne fait pas autre chose. Alors qu'une banque généraliste disposera et des séquences protéines et des séquences nucléotidiques. Un autre exemple, une banque spécialisée peut s'intéresser à un pathogène, par exemple. Traiter seulement de la tuberculose, donc entreposer toutes les séquences, toutes les protéines émanant de cette bactérie-là. Donc, le genre Mycobacterium, toutes les informations liées au genre Mycobacterium sont entreposées dans cette base-là. Et maintenant, spécifiquement, on peut savoir qu'est-ce qu'on a dans Mycobacterium tuberculosis, par exemple. Donc, on va avoir des informations qui sont exclusivement centrées sur le genre Mycobacterium. Donc, on ne trouvera pas d'autres informations, d'autres bactéries dans cette base-là. Elle ne fait que Mycobacterium. Donc, voilà un peu ce qu'on a comme élément de différenciation entre les bases de données à caractère généraliste et les bases de données à caractère spécialisé. Donc, on va regarder très rapidement des exemples que vous allez trouver dans la littérature scientifique. Donc, sur Internet, vous allez trouver ces bases de données-là. PDB, par exemple, c'est une base de données qui va faire que des protéines. Protein Database, pour dire ce que ça voudrait dire. Donc, vous avez le lien en bas de PDB, ici. Donc, vous avez ProCyte aussi, qui est une base de données spécialisée. Vous avez Interpro, vous avez Mirbase, qui s'occupe que des micro-ARN, par exemple. Vous avez maintenant, de l'autre côté de votre diapositive, des bases de données généralistes ou des banques généralistes qui vont entreposer un peu de tout. D'accord? Et un peu de tout, ça voudrait dire toutes les séquences nucléotidiques qui sont disponibles, qui ont été publiées, vous avez de fortes chances de les trouver dans cet entrepôt-là, parce que c'est une base de données qui va collecter et archiver. Vous pouvez avoir toutes les séquences nucléotidiques pour un individu donné. Tant que c'est disponible, vous pouvez l'avoir au niveau de cette base de données. Donc, sur cet onglet-là, c'est une capture d'écran. On a cette rubrique nucléotide. Donc, ça veut dire dans GenBank, on s'intéresse à avoir dans le volet nucléotide. Donc, on peut interroger à savoir est-ce que telle séquence nucléotidique est disponible pour tel organisme, oui ou non, pour telle espèce, oui ou non. Donc, ça, on peut le faire. EMBL, pareil. DDBJ, on peut avoir, au fait, c'est l'équivalent de base de données généraliste japonais. Donc, ces éléments, on les a à ce jour. C'est des banques qui sont entretenues depuis des années, qui collectent de l'information de manière redondante et qui permet à tout temps, à tout lieu, d'accéder à cette information. Donc, on va aussi voir en quoi, en fait, on peut avoir dans une certaine mesure des consortiums de banques de données, c'est-à-dire des associations de banques de données. Et donc, ces associations de banques de données vont être dans une dynamique de collaboration et d'échange d'informations pour deux aspects.
ça permet d'avoir l'information sous format redondant. Au cas où une banque de données viendrait à être vulnérable, par exemple, attaquée pour une raison X ou autre, ou perdue pour une raison X ou autre, ce qui ne risque pas d'arriver, mais qu'on puisse repartir à partir d'une autre base de données et avoir toute l'information qui était perdue de ce côté-ci, qu'on puisse le recouvrir de l'autre côté, comme des formats de sauvegarde. Donc, on va avoir cette association de grands groupes de bases de données, donc NCBI, EMBL, IBI, donc on peut avoir Didi, BJ, donc aussi qui va s'associer pour faire des consortiums de bases de données. Donc, c'est des éléments que nous avons quelque part par rapport aux séquences nucléotidiques. Donc, on a ces types d'associations qu'on peut retrouver. Donc, un échange quotidien y est fait de données, une répartition des collectes des données selon leur ancrage géographique. Donc, on peut avoir à partager des données, mais on va avoir à sérier ces données selon leur localisation géographique, par exemple. Pour dire, cette donnée de séquence, je l'ai obtenue au Brésil, telle autre, je l'ai obtenue au Sénégal, telle autre. Donc, en donnant une assignation géographique. Et ces informations sont largement partagées entre ces différentes bases de données qui constituent un consortium en soi. Donc, l'autre chose, c'est l'interpolarité qu'on peut avoir autour de ces bases-là. Et donc, ce qui fait, peu importe la localisation, le hub de la base de données, mais partout à travers le monde, tant qu'on a accès à Internet, on peut adresser des requêtes à cette base de données-là. Donc, on a une illustration parfaite de ABI, de GenBank et bien d'autres qui vont être des bases de données qui, partout dans le monde, collaborent avec d'autres institutions et qui permettront aussi de pouvoir accéder facilement à ces informations. Et on a aussi le schéma de ces bases de données, ce qu'on dit des miroirs. Par exemple, vous avez une base de données qui est implémentée à Dakar, qui est installée à Dakar, mais pour laquelle, pour des raisons de sécurité, on va avoir des miroirs à Johannesburg, on peut l'avoir à Jandouba, en Tunisie, par exemple. Donc, on va avoir à faire de la redondance de cette base de données qui est principalement installée au Sénégal. Donc, voilà, c'est des exemples comme ça. Donc, pour ce qui est des bases de données généralistes, quelques liens je vous ai donnés. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens et aller regarder pour chaque base de données. Il y a un descriptif à la page d'accueil. Vous avez toutes les informations par rapport à cette base de données. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la base de données? Pourquoi on peut l'utiliser et en quoi est-ce qu'elle peut être utile? Donc, toutes ces questions, on trouvera les réponses au niveau des pages d'accueil de ces différentes bases de données que je vous invite de visiter. Pour ce qui est des bases de données spécialisées, pareil, vous en avez plusieurs. Donc, on va avoir une des bases de données, d'ailleurs, dans le cadre de ce TD, que je vous propose de visiter. Donc, on a HIV Sequence Database. Donc, c'est toutes les séquences du VIH qui vont être entreposées dans cette base de données-là. Je dis bien toutes les séquences du VIH qui sont entreposées parce que, indifféremment de l'origine géographique de la séquence, qu'elle soit faite au Sénégal, en Guinée, au Côte d'Ivoire ou peu importe, si la séquence venait à être publiée, cette base de données dispose de cette séquence-là. Les yeux fermés, vous pouvez être sûr que cette séquence pourrait être disponible dans cette base de données. Donc, du moment qu'elle a fait l'objet de publication, donc elle va rentrer dans le cycle normal de collecte et de stockage d'informations. Si ce n'était pas le cas non plus, même si ce n'est pas publié, dans le sens où on n'a pas encore reçu des accessions officiellement, mais le seul fait d'avoir soumissionné des séquences donc, est un début de partage de l'information par rapport à la structure qui est dans ce processus de soumission. Donc, on peut avoir d'autres bases de données spécialisées comme Plasmodium Database aussi, qui s'occupent seulement du stockage de données plasmodiales, donc avec les différentes couches. Donc, on va avoir ça aussi comme type de base de données. Donc, les bases de données de séquences protéiques maintenant. Donc là, ce n'est plus par rapport à une cible, une seule protéine, mais c'est un ensemble de protéines. Une prot, par exemple, de EVA va être une base de données qui va nous donner l'occasion de
parcourir un certain nombre de séquences protéiques qu'on y trouve dans PIR aussi, dans ProCyte. Donc, les familles de base, les familles de protéines et les domaines qui concernent ces protéines, on peut les trouver facilement dans ces différents types de bases de données. Donc, à côté de cela, bien entendu, PDB reste une base qui est très, très utilisée pour ce qui est des séquences protéiques. Donc, plusieurs informations aussi pourront être tirées de ces bases de données, généralement, qui nous donnent une information sur les voies métaboliques, par exemple. Donc, dans ces bases de données, on peut s'intéresser à avoir ces informations. Donc, l'autre chose, c'est on peut aussi, à travers ces bases de données, ce qu'on peut trouver, c'est tout ce qui est information liée aux aspects métabolomiques, donc on va dire les analyses qu'on peut trouver d'un point de vue biochimique chez un individu, par exemple chez l'humain, tout ce qui est métabolo, on va avoir une base de données qui est dédiée par rapport à ça. Donc pour les levures, pareil, on va avoir une base de données qui est dédiée pour cela. E. coli, que vous connaissez, une base de données liée à cette, et une base de données aussi par rapport aux cibles thérapeutiques. Donc, où est-ce que ces bases de données, on serait tenté de se poser la question, où est-ce que ces bases de données tirent les informations? Donc, plusieurs sources vont concourir à alimenter ces bases de données, à savoir les projets de séquençage à l'échelle mondiale. Donc, plusieurs génomes entiers ou de fragments de génome à ce jour ont été réalisés. Donc, séquencer un gène ou plusieurs gènes pour l'individu, pareil, ont été déjà séquencés et documentés. Les séquences intergéniques, donc entre deux gènes, l'information qui est là, généralement pour plusieurs organismes aujourd'hui aussi, à ce jour, on connaît, on a des informations par rapport à cela. Les transcrits, les différents types d'ARN qu'on peut rencontrer dans ces bases de données-là aussi, on a ces informations. Donc, l'exemple de données qu'on a eu à exploiter à travers une base de données spécialisée, on a fait de la curation de données, donc on a extrait l'information et on a fait un lifting derrière pour tirer une information et analyser cette information pour des besoins de santé publique. Donc ça, c'était un exemple que je vous ai proposé, que personnellement, j'ai eu à faire dans le cadre de notre travail, qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc, les données expérimentales, donc, qu'on peut avoir aussi au niveau de ces bases de données. Donc, chacune de ces séquences va venir généralement avec ces annotations. Donc, une séquence, c'est une succession d'entités nucléotidiques ou des séquences qui sont faites d'acides aminés. Donc, on va avoir une succession d'acides aminés. Mais dans tous les cas, chaque groupe de base ou d'acides aminés qu'on fait est associé à une annotation. Donc, la annotation, en décodant cette annotation-là, on peut savoir à quoi renvoie cette séquence-là. Donc, on a des séquences biologiques qui correspondent à une entrée. Donc, ça voudrait dire quoi? Si vous avez une séquence d'un individu, d'une souche, cette séquence-là, du moment qu'elle est entreposée dans une base de données codifiée, elle est unique, elle constitue une entrée. Même si vous la trouvez dans cette base de données, vous partez dans une autre base de données, vous trouvez la même information, c'est un schéma de redondance. Mais ce n'est pas une séquence qui soit différente de celle que vous avez déjà rencontrée, du moment que vous avez le même code qui est assigné à cette séquence-là. Donc, on parle d'une seule entrée. Donc, on va avoir au niveau d'une base de données, l'exemple de ABA, donc on va avoir des données d'entrée, donc qui vont nous donner une organisation, la flèche que vous voyez là. Donc, vous avez une organisation au niveau moléculaire, donc comment l'ADN est organisé. Donc, un peu au-dessus, comment cet ADN-là peut être modifié avec des données épigénétiques. On peut avoir un peu plus loin l'expression de cet ARN-là, donc de cet ADN, autant pour moi, sous format
d'ARN qui devrait faire l'objet d'une traduction, par exemple. Donc, cet ADN-là devrait connaître des épisodes d'épissage dans le processus de la traduction qui conduirait à la synthèse de protéines que vous avez ici. Et lesquelles protéines, dans leur modalité de fonctionnement, peuvent être aussi à la base d'éléments de métabolites, par exemple, de résidus d'un système métabolique, donc d'un mécanisme qui émanerait d'un mécanisme de métabolisme naturel. Et donc, on a différents métabolites qu'on peut trouver. Et donc, on peut regarder comment ces entités-là interagissent ensemble et on parle d'analyse métabolomique. Et donc, à l'échelle d'un organisme, que ce soit une plante, un virus, l'homme, vraiment, à plusieurs niveaux, ce travail-là est possible. Donc, cette flèche que vous voyez part d'une base moléculaire jusqu'à une expression d'une entité. Donc, tout cela, aujourd'hui, est possible. Ces informations sont accessibles. Ce n'est pas des informations cachées, c'est des informations qu'on peut trouver au niveau des bases de données. Et donc, l'accumulation des données en fonction des années. Donc, si on regarde ici sur une capture d'écran que j'ai eu à faire, c'était dans une publication qui est parue dans un journal Nucleic Acid Research, donc NAR. C'était en janvier 2018 que j'ai fait cette capture-là, année de publication de cette information. Donc ici, on essaie de regarder comment les données se sont accumulées dans EMBL selon le type de données et en fonction de l'année. Donc, que ce soit des données de séquences nucléotidiques, des données protéiques issues d'une analyse spectrale par spectrométrie de masse, ou alors par des puces à ADN, des micro-aérés. Donc, selon les données, en fonction des données, de la nature des données accumulées dans ces bases de données-là, voilà ce qu'on a en termes de progression au fil des ans. Donc, si vous regardez ici, en haut, on vous dit le stockage par type de données de ces matrices-là. Donc, ici, on a des séquences en orangé. Ici, on a des données protéiques en bleu en fonction des années. Donc, à partir de 2009, ça commence à grimper jusqu'en 2017. À rappeler que cette publication date de 2018. Donc, les données, c'était jusqu'en 2017. Donc, si on regarde encore plus loin, donc, on peut regarder par rapport à la capacité de stockage et d'archivage de ces données. Donc, on va avoir la même typologie qui va suivre en fonction des années. Donc, on va avoir cette information qui est le reflet pour un exemple de base de données, comment cet archivage-là s'est réalisé au fil des années. Donc, on va finir très rapidement sur les éléments d'entrée d'une base de données. Donc, les structures de ces données-là se répartissent en trois parties. On a un premier point qui est donné dans la description des entrées. On a l'information générale de la séquence et les commentaires associés. Le deuxième, c'est les caractéristiques. Donc, c'est la description des objets biologiques présents dans la séquence proprement dite. Et la troisième, c'est la séquence à proprement dite. Soit c'est une séquence nucléotidique ou c'est une séquence protéique que vous avez ici en bas. Donc, voici comment une information de base est formulée et structurée dans ces différents types d'entrées. Je termine très rapidement avec ça et on continue sur le TD. Donc, on a l'entrée d'une base de données, donc un peu ce qu'on vous a colorié ici. Donc, pour nous, ce qui va nous intéresser spécifiquement, je vais m'arrêter à ce point-là. Comment on identifie une séquence? Donc, dans le TD qu'on vous a donné, il y a des éléments d'identification qui sont fournis. Lesquels éléments d'identification vous permettront d'aller chercher spécifiquement votre information, sans se tromper. Et donc, on a, par exemple, un numéro unique d'accession. Donc, ce qu'on dit, accession number. Donc, ce numéro-là, il est unique pour chaque entrée, pour chaque donnée de séquence. C'est comme aujourd'hui, on vous dit votre numéro d'identification personnel. Donc, si
je dis bien, si les déclarations d'actes de naissance n'ont pas été trafiquées, au niveau du fichier central, du fichier national, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, toutes les pièces d'identité d'individus sont enregistrées et chaque pièce d'identité derrière a un seul et unique numéro qui ne revient pas dans la série d'identification. Donc, si vous prenez votre pièce d'identité nationale, vous regardez votre numéro au niveau du fichier central. Ce numéro est unique, il est différent du mien, il est différent de celui de votre voisin, et donc chacun aura spécifiquement son numéro. De sorte que, si on venait à interroger le fichier central en entrant votre information comme quoi le numéro de votre numéro d'identification personnelle au niveau national pour 18 millions de Sénégalais, vous êtes le seul qui va ressortir de cette recherche à travers votre identifiant personnel. Donc ça, c'est important de savoir que de pareilles métriques sont utilisées au quotidien pour l'exploration de bases de données. Donc, on utilise des schémas comme ça pour aller exploiter des bases de données. Donc, après, on peut avoir des informations liées à la taxonomie de l'individu, des informations liées aux éléments de la littérature, si la séquence en soi a été publiée et associée à une documentation scientifique, oui ou non, tout ça, vous avez ces informations. L'annotation aussi, c'est une annotation qui va dans deux sens. C'est une annotation structurale et une annotation fonctionnelle. Donc, si c'est une annotation structurale, si c'est une séquence nucléotidique, on va vous dire votre séquence nucléotidique fait partie de tel gène. Et dans tel gène, votre séquence démarre au niveau du coordonnée tel et termine au niveau du coordonnée tel. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes dans la description du fichier d'entrée. Donc très rapidement, l'annotation, j'en ai parlé. Donc, un exemple de séquence est donné ici en bas, donc avec un format FASTA. Donc c'est un format qui est universel, que vous allez trouver comme un format de sortie pour plusieurs machines de séquençage qui entreposent les informations sous forme de nucléotides, de séquences nucléotidiques. Donc, les entrées sur SUSEprot, par exemple, une base de données, donc, vont évoquer un numéro d'accession unique. Donc, on va avoir, selon la spécificité de la base de données qui intègre cette information-là ou qui stocke cette information-là, on a cet identifiant SP correspondrait à la base de données. C'est-à-dire, c'est comme pour dire, cette information, on l'a puisée dans cette base de données-là. Ce n'est pas toujours le cas. Mais après, qu'est-ce qui suit? C'est un numéro d'accession. Ce numéro d'accession est donné, mais figurez, c'est de regarder cette information comme quoi une information gravée dans le rocher, autant pour moi. Ça voudrait dire quoi? Ce numéro d'accession-là, c'est le même que vous allez trouver dans une autre base de données, PDB par exemple, qui va avoir la même information. Donc, vous n'aurez pas à être perdu dans le sens où la même séquence revient dans une base, mais aussi dans d'autres bases. Et l'information est la même. Même si dans la clé d'identification, vous avez cet élément-là qui ne figure pas forcément dans PDB, le SP là, mais le numéro d'accession quand même va rester. La dénomination de la séquence, c'est une séquence de l'interleukine 6. Donc, vous allez avoir cette séquence-là et l'espèce au niveau de laquelle on a isolé cette séquence-là est l'Homo sapiens sapiens, donc chez l'homme. Donc, vous avez la séquence protéique en tant que telle ici. Donc, voilà un tout petit peu un exemple d'assignation d'informations qui facilite l'identification des séquences. Donc, dernier élément, on va finir ça très rapidement. Donc, on va avoir les différentes sources et l'organisation des données. Donc, on va avoir une certaine interpolarité de toutes les informations dont on a parlé jusque-là. Donc, des données sont interconnectées, des données de séquences, de sous-séquences, de génome complet, de génome partiel, des données de séquences nucléotidiques et des données de séquences protéiques vont devoir, et des données de séquences structurales même, finalement,
vont devoir être utilisés de manière à les faire interagir afin de tirer une information. Donc, vous avez plusieurs schémas de boucles que vous avez ici. Par exemple, on s'intéresse à savoir les caractéristiques d'un génome d'un individu alpha. Donc, ce génome-là, on peut le trouver dans une base de données. En interrogeant directement la base de données, on a l'information du génome complet. Mais on peut aussi aller au-delà en regardant cette séquence génomique, les informations associées dans la littérature scientifique lorsque la séquence a fait l'objet d'une publication dans une revue. Et donc, la littérature aussi cristallise une certaine information par rapport à cette information de départ qui est le génome complet. Donc, la même information peut interagir avec des séquences nucléotidiques ou sous-séquences nucléotidiques. Elle peut interagir dans le sens où on prend ce génome complet, on l'utilise avec d'autres séquences, on fait de la phylogénie pour faire des épreuves de classification. Donc, autant d'exemples et de cheminements des interconnexions possibles à partir de ce moment. Donc, des exemples de bases de données, donc c'est ce qu'on va voir. Donc, nous, aujourd'hui, on va voir une base de données spécialisée qui est la base de NCBI. Donc, au prochain cours, par rapport à ce support-là, je vous inviterai de regarder les formats. On va revenir sur ça lorsqu'on va faire ce TD-là. Ça nous facilitera la compréhension du prochain cours. Donc, on y va très rapidement. S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer ce fichier-là directement. Et on va essayer de l'exploiter en même temps. Je fais ça. Donc, c'est ça. Est-ce que tout le monde voit le fichier? Y a-t-il des questions déjà par rapport à l'introduction aux bases de données? Allô? Oui, professeur, on le voit. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on aurait dit sur les bases de données en guise d'introduction? Y a-t-il des questions? Alors, je vous partagerai le support en même temps. Comme ça, vous vous imprégnez du support davantage et que la prochaine fois, si on vient, on termine ce contenu sur les bases de données. Donc, très rapidement, on nous demande, est-ce que vous avez préparé l'exercice? Oui. Oui. J'avais levé la main. Oui, Omar Condé. Oui, bonsoir l'ensemble. Je m'excuse du retard, le départ de tout, je n'étais pas présent, donc je passe ici à la présentation. Au fait, monsieur, moi, au niveau de création de données, c'est là où je mènerai un peu plus de compréhension à ce niveau. C'est-à-dire comment télécharger une base de données et puis aligner sur autre base, c'est-à-dire sur 5 vues qu'on avait téléchargé la dernière fois, et aligner et faire des comparaisons et pouvoir faire une différence entre eux, même si ça sera les mêmes espèces, mais comment est-ce que ça se passe leur modification, ou bien c'est-à-dire leur mutation, quand on aligne tout, on peut tout voir. Mais moi, j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous pourrez faire ça avec nous une fois au moins? C'est-à-dire voir dans GenBack, avec le groupe la GenBack et NCBI, montrez-nous comment on pourrait constituer ces bases-là et retirer des données sur ces bases-là. Et retirer des données sur des bases-là, comment les utiliser en alignement, monsieur. C'était juste ça ma question. D'accord. En tout cas, l'objectif, c'est d'aller vers ça. On fait un peu dans les contenus théoriques. On va essayer de faire un peu du côté pratique. Donc, pour cet enseignement-là, parce que ça, c'est une demande que vous avez formulée. Donc, c'est une initiation à la bioinformatique. Ça voudrait dire qu'il faut aussi des connaissances générales. Donc, on ne peut pas se lancer à faire un exercice sans autant en amont vous dire le pourquoi, les concepts, les principes de comment on fait si on fait ça. Donc, quand vous dites
c'est un souhait de faire une analyse, comment aller extraire de l'information au niveau d'une base de données. Ça, c'est un point. Je suis d'accord avec vous, comment on devrait le faire. Mais faut-il savoir c'est quoi une base de données? Donc, c'est le pourquoi j'ai déjà introduit cela, parce que je ne voulais pas aller directement vous parler de base de données alors que vous pouvez vous poser légalement des questions. C'est quoi déjà une base de données? D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer ça. Si tout le monde est connecté sur sa machine, ça va être plus facile parce qu'on va visualiser tous en même temps qu'est-ce qui se fait. Donc, on nous demande, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient déjà préparé l'exercice? Est-ce qu'il y en a qui ont préparé l'exercice? Oui, alors, excusez-moi, l'exercice là. Donc, moi, je suis à l'étage, je l'ai vu dans le but tout de suite là. Et je n'ai pas tenté sur la dessus. Vous n'avez pas encore? Je viens juste de voir la fiche. Je vais aussi. Ok, j'ai partagé ça, je pense que c'était le samedi ou le samedi, quelque chose comme ça. C'était pour vous donner le dimanche afin de le préparer aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas important, de toutes les façons, ça a été partagé. Donc, on regarde ça ensemble. On nous dit l'acquisition des données et la préparation d'un fichier FASTA. Donc, c'est une étape qui va nous conduire vers d'autres analyses. Donc, on fait ça et je demande l'attention des uns et des autres pour réussir cette partie-là. Donc, on nous dit soit la liste des accessions ci-après. Donc, les accessions, c'est ça. D'accord? Voilà ce qu'on a comme accession. Donc, on nous dit soit la liste des accessions ci-après, télécharger les séquences FASTA correspondantes et dans chaque cas, on nous demande les métadonnées associées à partir du site qui est une base de données. Donc, vous récupérez les séquences FASTA, l'objectif c'est ça, et à côté de ces séquences FASTA-là, vous récupérez les informations qui accompagnent chacune des séquences FASTA. C'est ça l'objectif du premier point de ce premier exercice. Donc, ce qu'on va faire, on va tout bonnement récupérer le lien ou cliquer sur le lien. Donc, vous avez un fichier PDF. Donc, si vous cliquez sur le lien, normalement, il vous demande d'aller donner l'autorisation pour aller vers le site. Donc, ce que vous confirmez, donc ça vous donne ce fichier-là. C'est un peu lent. Donc, ça vous amène à cette page-là. Est-ce que tout le monde a cette page-là avec soi? Oui, professeur. C'est bon pour tout le monde? Allô? Oui, c'est bon, on a la page. OK. Donc, ça voudrait dire quoi? Vous êtes sur une base de données spécialisée. Là. Donc, dans cette base de données-là, ça nous renvoie là où on a entreposé à ce jour toutes les séquences archivées qui sont déjà faites, connues. On devrait les trouver au niveau de ce site-là. Même si la soumission n'a pas été faite au niveau de ce site-là, même si vous avez déposé vos séquences dans GenBank, vous avez récupéré vos accessions, c'est ces accessions-là qui vont valoir ici dans cette base de données-là. En tout cas, même s'ils ont recodé l'information, mais ils vont garder quand même la rubrique accession. Qui va correspondre à un numéro d'identité, de le comprendre comme ça. Donc, on nous dit d'aller chercher ces séquences-là ici, dans cette interface-là. Donc, ce que propose cette interface, ça nous dit l'information par rapport à une séquence. Donc, sequence information, ce qu'on a, on peut soit uploader, télécharger un fichier, d'accord, qui contient les accessions. On peut faire ça. On peut aussi prendre l'accession d'une séquence, la mettre ici et aller chercher l'information de cette séquence-là. D'accord? Ensuite, on nous dit qu'il y a d'autres rubriques qui, pour nous,
ne nous intéressent pas a priori parce que c'est des informations qu'on ne nous a pas demandé, à savoir le nom de la séquence. On a le numéro d'accession, mais on ne peut pas savoir le nom de la séquence tant qu'on n'explore pas la base de données pour aller chercher l'information. Donc, la longueur de la séquence, l'année de séquençage, le pays où le séquençage a été réalisé. Donc, par rapport aux séquences archivées, quel est le type? Est-ce que c'est le type 1 ou le type 2? Quel est le sous-type? Ainsi de suite. Donc, autant d'informations par rapport à vos requêtes peuvent être retrouvées dans cette base de données. Donc, pour faire simple, donc, le fichier que j'ai, on a deux approches qu'on peut utiliser. Soit, puisque la base de données on nous a renvoyé vers une base de données, cette base de données accepte une liste d'accessions, c'est une possibilité. Donc, vous prenez ces accessions-là, vous sélectionnez ces accessions. Donc, en fait, je vous incite à faire l'opération avec moi, comme ça, vous pouvez répéter ça après. Donc, vous copiez cette liste-là en faisant cette copie-là. D'accord? Et donc, vous allez, puisqu'on vous a dit aussi que vos bases de données sont généralement structurées dans un fichier plat. Donc, un fichier plat, c'est quoi? C'est un fichier texte. Sur certaines machines, vous allez avoir texte, d'autres, vous allez avoir Notepad. Donc, sur votre ordinateur, si vous êtes sur Windows, un système d'exploitation Windows, sur la barre de recherche, regardez fichier texte, saisissez texte ou Notepad. Donc, ouvrez ce fichier-là. Ceux qui sont sur Mac, ils vont juste regarder le fichier texte. Donc, texte edit. Donc, je clique, ça ouvre cette fenêtre-là. Dans ce fichier-là, en évitant de laisser des champs libres. Donc, ce que j'ai enlevé tout de suite, c'est la ligne blanche en haut. Je reviens en arrière. Donc, vous voyez ce que j'ai enlevé sur ce fichier-là. C'est parce qu'un fichier plat, en l'important, en fait, le champ d'incrémentation qui doit lire le fichier ne devrait pas buter sur des espaces blancs. Il faut une chaîne de caractères au début. C'est bon pour tout le monde? Donc, il faut vraiment que le fichier soit bien présenté, donc bien fait. Donc, j'enlève ces espaces-là et je pars dans fichier pour ma machine, pour vous aussi, même si vous êtes sur Windows, vous pouvez enregistrer des fichiers dans le format que je suis en train de faire avec vous. Donc, j'ai copié les numéros d'accession, je les ai mis sur un fichier texte que j'ai ouvert et maintenant, je veux enregistrer ce fichier texte-là et dans un format. Donc, je fais enregistrer, d'accord? Donc, je fais enregistrer le fichier et il me demande quelle est l'extension, le format du fichier. Est-ce que vous voyez ça? Format du fichier. Donc, ici, moi, par défaut, j'ai le format RTF. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est un format texte qui m'intéresse. Je vais faire la conversion. Donc là, ça me propose un format, je ne sais pas le format directement, ce que je vais faire. Donc, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a, lui, dans son cas? Vous avez quel format? Vous avez le format texte? Allô? Allô? Est-ce que vous avez le format texte? Allô? Est-ce que vous suivez avec moi? Allô? Oui, professeur. Moi, j'ai un format. Oui, est-ce que j'ai Windows. vous avez quel format? Oui. Avec mon Windows là, à part le RTF, il y a OOXML, il y a
texte ODT, il y a texte MS, DOS, il y a texte Unicode. Faisez texte tout bonnement. Donc, enregistrez ça sous format texte. Texte seulement, ok. Donc, vous voyez, moi, je suis sur le format texte. Donc, vous pouvez le faire sous un raccourci si vous êtes sur une machine Mac, un environnement Mac, vous pouvez faire cette combinaison-là. Sinon, faites seulement convertir au format. C'est bon? Donc, si vous demandez de convertir au format texte, selon la machine que vous utilisez, il va vous demander peut-être de confirmer. Oui. Ce que je fais, donc maintenant, mon fichier est dans un format texte, je vais l'enregistrer quelque part dans ma machine, sur le bureau ou un fichier que vous allez déclarer. D'accord? Donc, moi, je vais faire ça dans le dossier Master Microbiologie. Je vais faire TD. Donc, mon fichier, c'est TD. Je peux donner même la date. D'accord? Aujourd'hui, c'est le 8 mai 2023. C'est bon pour tout le monde? Donc, j'enregistre mon fichier dans un dossier que moi, je connais, l'emplacement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. OK. Donc, mon fichier est enregistré à partir de ce moment. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire si je retourne sur la fenêtre là de la base de données? Jusqu'au premier lien, on me dit d'uploader, de télécharger mon fichier. Je peux parcourir à partir de ce moment. Cliquez sur parcourir et ça va vous permettre d'aller chercher votre fichier. Pour moi, c'est dans le dossier Master Microbio et donc mon fichier s'appelle TD. J'ai pointé sur mon fichier. Donc, vous cliquez dans parcourir, ça vous ouvre une fenêtre interactive. À partir de cette fenêtre interactive, vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier. Est-ce que tout le monde y arrive? Oui, on a parcouru, on a cherché. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Allô? Pour moi, c'est bon. J'ai déjà cliqué. OK. C'est déjà dans l'interface. Donc, pour les autres, c'est bon? Est-ce que pour les autres, c'est bon? Moi, j'ai pas encore réussi. OK, ça bloque à quel niveau? Alors, une personne comme Anas, est-ce que vous arrivez à faire comme on est en train de décrire? Anas? Mansour? Ben, ils ne réagissent pas. Sal Diara? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, oui, je suis. OK, vous arrivez à faire en même temps que nous? Je suis un peu en retard parce que j'ai été obligée de changer de machine, mais j'ai pu enregistrer le fichier sous forme de texte. Oui. C'est là où j'en suis pour le moment. Maintenant, cliquez sur le lien qui est sur votre fichier PDF. Ça vous amène à cette page-là. Donc, si vous arrivez à cette page-là, le premier lien, là où on vous demande de parcourir votre machine et d'aller chercher, d'importer votre fichier. En réalité. D'accord, d'accord. Donc, vous cliquez sur parcourir, ça vous permettra d'aller importer votre fichier. Et donc, si vous avez une fenêtre interactive qui s'ouvre, allez chercher votre
fichier dans le dossier dans le répertoire où vous avez enregistré le fichier? Moi, c'est bon, j'ai Oui, le document. oui, c'est fait. D'accord, ok. Donc, on clique sur le document et on voit clairement ça, là où je mets le curseur. Le fichier est chargé. Si vous ne voyez pas ça, dites-vous que vous n'avez pas chargé votre fichier. Et une chose, c'est de voir clairement le nom de votre fichier avec le point extension format du fichier. Ici, format texte. Oui, moi, je l'ai avec le format ODT, c'est ça. Ça peut marcher, mais pas dans tous les cas. Il fallait l'enregistrer au format .txt. TXT. Ouais. Mais bon, ODT, ça pourrait marcher. Laissez, on va voir. D'accord. C'est un fichier plat aussi, mais bon, même si ce n'est pas les mêmes spécifications. Mais... Et Unicode 8 aussi, ça peut marcher. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous descendez Oui, jusqu'en bas. Question. Vous cliquez. Oui. Moi, avant le TD, quand on m'a envoyé le TD, j'avais téléchargé ça à partir de NCBI, la banque NCBI. Oui, c'est le possible. fichier. Est-ce que le fichier Oui, c'est est déjà possible. sous format plat? Oui, si vous avez récupéré le fichier sur NCBI, oui, le fichier d'exportation, c'est un fichier FASTA que vous avez récupéré sûrement. Donc, c'est bon. Donc, vous avez, oui. Je pourrais envoyer, parce que dans ma machine, il n'y a pas le format que je dis, j'ai texte brut. Pardon, texte brut. Oui. Oui, ça marche. Ça marche, d'accord. Donc, je vais l'enregistrer. Ouais, normalement, ça devrait marcher. Texte brut, ça devrait marcher. D'accord. Alors, Professeur. je disais... Allô? Oui, et le format doc? Le format doc, ça pourrait marcher, mais ce n'est pas vraiment recommandé. Le format .doc, c'est un fichier Word. D'accord? Mettez ça dans un format texte ou dans un format texte brut ou Unicode 8 ou ODT. Idéalement, c'est de le mettre sous un format .txt. Alors, l'autre information, c'est par rapport à votre camarade qui dit avoir récupéré ces séquences déjà à travers NCBI. Ce qui est bien, sauf que elle a utilisé en lieu et place d'une base de données spécialisée, elle a utilisé une base de données généraliste. Donc, je voulais préciser cette information. Vous êtes libre d'aller chercher l'information dans une base de données généraliste, vous allez la trouver. Mais c'est important aussi parfois quand on vous dit de passer par tel chemin, d'être compliant par ce chemin-là. Parce que NCBI, c'est tout le monde qui... En fait, c'est la première chose qu'on vous montre, généralement. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je dis? Donc, ça va être d'autant plus facile d'utilisation que sur une base de données spécialisée. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, on y va. On a chargé notre fichier, on descend jusqu'en bas, on fait cherche. Donc, on lance la recherche. Donc, vous cliquez dessus et vous attendez. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça devant vous? Oui. Oui. Pas encore. Donc, si tout le monde a ça, ça dit que dans votre indexation, vous avez reçu le formatage et la base de données vous a donné la main pour aller vers l'information à extraire, l'information que vous voulez récupérer. La base de données vous affiche déjà les éléments d'information liés à votre requête. Donc, si vous regardez la colonne, ici, il y a un petit tableau, la colonne où c'est indiqué accession, vous avez exactement la liste des accessions, les numéros que vous avez récupérés tout de suite, tout à l'heure, et que vous avez mis sur le fichier texte, c'est ces éléments-là. Et donc, si vous prenez, donc sur chaque séquence, vous prenez, vous avez
une ligne qui donne l'accession, dans certains cas, le code patient, parce que c'est des séquences HIV isolées de patients. Donc, le nom de code de l'échantillon, ici, c'est 98 SN3 ALD. ALD, ça correspond à Hôpital Aristide Le Dantec. Le sous-type de la séquence, c'est G. Je vous donne juste une information d'identification. Et donc, j'ai le sous-type qui est G. Le pays de collecte, c'est le Sénégal. L'année de collecte, c'est 1998. La région génomique qui est concernée, c'est la région pôle. Ici, vous n'avez pas réellement l'information, mais si vous pointez le curseur là-dessus, il vous dit la zone jaune correspond à la région de la séquence qui a été réellement déposée sur le génome complet du VIH, qui est toutes les parties grisées qui commencent ici et qui terminent là. Et donc, nous, ce qu'on a comme la séquence qui a été déposée correspond à cette partie jaune que vous avez ici. D'accord? Et donc, votre séquence commence réellement à la position, au niveau d'une coordonnée physique, coordonnée nucléotidique sur le génome, de la position 0 à la position finale, autour de 10 000 kb. Vous avez la séquence qui nous intéresse ici, là où le curseur est, commence à la position 2243 et finit à la position 3814. D'accord? Donc, vous pouvez regarder cette séquence-là au détail en faisant un clic droit et ouvrir cette information-là sur un fichier annexe. Donc, vous avez toute l'information tout à l'heure lorsqu'on discutait sur une diapositive. On avait dit, on a l'information sur l'espèce, on a le gène, on a le nom du gène, l'isolat, c'est-à-dire le code de l'échantillon, et on a un génome browser qui est là, un affichage du génome de HIV. Oui. Si on fait clic droit, par quel quoi on est, par ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou bien? Oui, dans un nouvel onglet. D'accord. Donc ça, c'est juste pour vous donner ces éléments de détail que vous avez ici. Donc, ce n'est pas l'objet du TD, mais c'est juste pour vous dire, à côté, voici les possibilités que vous avez. D'accord? Donc, dernière colonne, ou avant-dernière colonne, ça vous renseigne ici la taille de votre séquence, qui est de 1572 paires de bases. Et l'organisme concerné est une particule virale qui est le VIH type 1. Donc, la même information, lorsque disponible, est renseignée pour toutes les autres séquences. Donc, on va aller un peu plus vite. Dans le TD, ce qu'on nous demande, je reviens sur le fichier, on nous dit soit la liste des accessions ci-après, télécharger les séquences FASTA correspondantes. Dans chaque cas, les métadonnées associées à partir du site. Donc, c'est quoi les métadonnées? Dans le cours sur la curation de données similaires, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les séquences d'un côté, mais on a récupéré les informations associées à la séquence. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, à partir de là, opter pour télécharger les séquences en cliquant sur Download Sequence. Donc, cet onglet qui est là. Donc, si vous cliquez dessus, on vous dit, dans les options de téléchargement, est-ce que vous voulez télécharger les séquences déjà alignées, à savoir un nucléotide, donc dans le format nucléotide, incluant une séquence de référence HIV, une séquence qui appartient à un chimpanzé, donc qui est un homologue du VIH, mais côté singe. Donc, c'est un virus qui infecte les grands singes, chimpanzés ou gorilles. Donc, si vous voulez faire ça, cocher, par défaut, c'est cocher. Quel est le format du fichier que vous voulez récupérer? C'est un fichier FASTA, parce que dans l'énoncé, nous, ce qu'on nous a demandé, c'est de récupérer, je reviens sur l'énoncé, les séquences FASTA correspondantes. Donc, si je dois télécharger,
je dois télécharger dans ce format-là. Donc, par défaut, c'est le format qui vous est proposé, mais juste par curiosité, on peut cliquer ici et on voit tous les formats qui sont possibles à l'exportation. Est-ce que tout le monde suit cela? Oui, professeur. Oui. OK. Donc, vous avez ces différents types de formats. Donc, on aurait pu vous demander d'exporter les mêmes informations, mais dans un format qui est différent du format FASTA. Le choix, ou pourquoi on vous demande d'exporter dans le format FASTA, parce que c'est le format le plus commun et qui passe sur différents outils d'analyse. Donc, qui est le moins contraignant. Partout où vous allez, vous faites de l'analyse bioinformatique, un format FASTA, un fichier FASTA, quand vous l'aurez dit, tout le monde sait de quoi vous parlez. Mais les autres formats, selon les utilisateurs, ça peut être des formats qui ont du sens ou qui n'ont pas du sens, dépendamment de quel type d'analyse je fais. Mais cela ne change en rien l'information qui est stockée dans la séquence. Donc, une séquence pour une séquence, on a la même information, mais structurée différemment. Donc, souvenez-vous, on a dit que les bases de données prennent des informations dans des formats. Donc, chaque base de données va dire la même information. Il faut la présenter dans ce format-là pour que je puisse l'intégrer dans ma base de données. Ou dans ces types de formats, je les accepte. Donc, c'est l'exemple que vous avez devant vous. Donc, cette base de données spécifique accepte ce format, mais prend en compte d'autres formats aussi. Alors, on vous demande une autre information. Est-ce que vous voulez, dans vos séquences, garder les gaps? Si oui, vous laissez par défaut. Sinon, vous dites d'enlever ces régions de gap, de trou. Donc, on va vous dire quel est l'output, c'est-à-dire la nature de la séquence. Qu'est-ce que signifie gap? Allô? La gap, c'est-à-dire? Gap, ça voudrait dire, par exemple, sur une séquence nucléotidique, on va voir ça dans un autre cours. Sur une séquence nucléotidique, on va dire la séquence, elle est caractérisée d'entités structurales qui correspondent à des nucléotides. C'est quoi des nucléotides? Les nucléotides sont constitués de bases, de sucres et de groupements phosphatiques. Par exemple, l'adénosine, la guanine, la cytosine. Vous avez déjà entendu dire cela, c'est en biologie moléculaire. Maintenant, la succession dans une séquence, ça va être une séquence nucléotidique correspond à une succession de nucléotides qui sont A, T, C et G. Maintenant, la fréquence de chaque nucléotide dans une séquence, ça peut varier d'une séquence à l'autre. Mais c'est cet enchaînement de caractères qui constitue une séquence. Mais il peut y arriver, pour une raison ou une autre, une séquence soit tronquée, c'est-à-dire mutée, ou modifiée, ou changée. Les changements sont de catégories différentes. Soit c'est une substitution, un A qui est remplacé par une autre base, on parle de substitution. Soit c'est un A qui est perdu, on parle de délétion. Soit c'est un A qui est gagné, on parle d'insertion. Donc, on peut avoir ces différents types de modifications, mais on peut avoir un gap, c'est-à-dire un trou béant, une perte entre deux bases contiguës. Donc, ce trou-là, un manquant, c'est ce qu'on appelle gap. C'est bon pour tout le monde? Alors, oui, c'est bon. On va vous dire, à côté de ça, on dit dans les options de téléchargement, incluez la séquence de référence du HIV, c'est-à-dire c'est la souche de référence, la souche sauvage, considérée comme qui n'a pas eu de changement du tout. C'est la séquence authentique, si on peut le dire comme ça. Et donc, on vous dit, est-ce que vous voulez, dans l'épreuve de téléchargement, les séquences que vous allez récupérer, est-ce que vous voulez inclure votre référence, votre souche de référence, oui ou non? Nous, la liste de nos accessions, c'est 5 séquences, de 1 à 5. Donc, si vous cochez oui, ça va mettre une séquence de plus parce que c'est la séquence hypothétique. D'accord? Donc, je peux cocher ça ou pas. Pour l'exercice qu'on nous a demandé,
on peut ne pas le cocher. Mais on pourrait le cocher si on continue avec ces mêmes jeux de données pour les analyses à venir. Alors, je vous suggère de cocher le HXB2 qui est la séquence de référence. Donc, cochez ça. Maintenant, on nous dit, dans l'énoncé que vous avez, il vous a été demandé de récupérer, ici d'abord, pour chacune des séquences, les métadonnées associées à partir du site. Donc, les métadonnées, c'est quoi? On sait que ça, c'est une séquence HIV. On sait que c'est une séquence qui a été collectée au Sénégal. On sait que c'est une séquence qui a été collectée en 1998, le nom de code et la taille de cette séquence-là. Donc, ces informations-là, c'est des informations qui sont associées à ma séquence. C'est comme on vous dit, vous, votre nom, prénom et nom, je m'appelle Mamadou Diop, par exemple. Donc, ça, c'est mon nom et mon prénom. Maintenant, quelles sont les métadonnées associées à ma personne? Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'habite Pikine ou Guédiawaye? Est-ce que j'ai fréquenté l'université? Ça, c'est des informations qui sont associées à mon identification. Pour faciliter mon identification, il y a des informations qui viennent avec. On parle ces informations, on les qualifie de métadonnées. C'est bon pour tout le monde? Donc, on me demande, est-ce que je veux récupérer ces informations-là? Oui, parce que dans la question ou la sous-question suivante, on me demande de récupérer les métadonnées. Donc, ce que je peux faire, je peux faire compose un label, c'est-à-dire composer une structure, comment ces métadonnées-là vont être récupérées. Et donc, ici, on me montre un exemple. Donc, show the name as, c'est-à-dire, on a pour chaque séquence, on va avoir l'information sous-type, on va avoir l'information pays, on va avoir l'information année de collecte et on va avoir l'information nom de l'échantillon, c'est le code, ici, ça, d'accord? Et dernièrement, l'accession. Si cet ordre d'enchaînement de l'information ne me correspond pas, ce que je peux faire, je peux soit dire, récupérer seulement l'accession. Donc, les séquences vont venir, mais avec seulement comme étiquette l'accession, label, l'accession. Ou alors, le sous-type, le pays, le nom, l'année de collecte et le nom. Ou alors, cette option qui est proposée par défaut. Ou alors, on nous dit le sous-type, le pays, l'année, le nom de code de patient. Ou alors, on nous dit de personnaliser. Donc, User Defined Label. Donc, je peux faire ça et je compose à partir de ce moment l'ordre d'apparition de ces étiquettes. Donc, vous avez 1 ici, 2 ici, 3 ici. Donc, cet ordre-là, vous allez composer vous-même cet ordre d'apparition. Est-ce que c'est bon pour tout le monde à ce niveau? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce que je vous suggère, dans un premier... Allô? Oui, je peux cliquer tous les tâches là, les barres là, les labels. Non. Ce que je vous propose dans un premier temps, donc vous pouvez, dans un premier temps, juste accession. On va récupérer un fichier séparément des métadonnées. Donc, on va récupérer le fichier FASTA parce que nous, on va continuer une analyse après. On aura besoin du fichier FASTA seulement. Et donc, je récupère le fichier FASTA avec les accessions seulement. Dans un premier temps, je ne ferme pas la page, je vais revenir pour récupérer d'autres informations. Donc, on a cliqué, on a sélectionné FASTA, gap handling none, on a mis type de séquence nucléosidique, on a dit est-ce qu'on inclut la référence HXB2? Oui, j'ai coché oui. Qu'est-ce que je veux comme élément de métadonnées qui accompagne mes séquences? Les numéros d'accession. Et ensuite, je lance le téléchargement, ici, en cliquant Download. Donc, je fais ça. Donc, lorsque je fais ça, c'est cette page-là qui s'affiche. Donc, sur cette page-là, on me dit, on peut procéder au téléchargement de notre requête qu'on vient de faire, qu'on vient de télécharger.
Donc, je clique sur HIV-DB FASTA. Donc, ou alors, je fais un clic droit sur le fichier qui va me dire d'enregistrer la cible du lien sous. Je vais aller enregistrer ça. Donc, c'est une possibilité. Je fais ça. Je vais pouvoir ranger cette information, ce fichier, dans mon dossier, là où j'avais tout à l'heure le fichier que j'avais préparé, le fichier texte. Donc, je mets ça, je sélectionne, mais je vais donner une différence. Donc, je vais faire peut-être un tiré pour montrer que c'est ça qui a été téléchargé. Donc, TD, donc tiré du 8, T08. Donc, je renomme le fichier. Je n'écrase pas l'autre, le départ, mais celui que j'ai récupéré, j'utilise le nom de code du premier pour ne pas me perdre. Je fais ça et j'enregistre dans le même dossier. Et au passage, je vous donne cette information de bonne pratique. Généralement, si vous travaillez sur un fichier, sur une requête, créez un répertoire, mettez toutes les informations, les fichiers que vous générez, mettez tout dans ce même dossier-là pour ne pas être éparpillé à chercher des informations ici et là. C'est bon? Donc, j'enregistre cette partie-là. Donc, ça me demande est-ce que j'utilise le format texte ou le format FASTA, parce que ce que je suis en train de télécharger, c'est un fichier qui est dans le format FASTA. Je dis à partir de ce moment, oui, parce que ce qu'on nous a demandé, c'est de télécharger le fichier dans le format FASTA. Donc, je clique oui. Donc, le fichier est dans le répertoire que moi, j'attendais. Donc, venez un peu en arrière sur la fenêtre qui vous a permis de faire ce téléchargement, donc en faisant un back précédent. Vous revenez sur cette page-là. Les informations associées à chacune de vos séquences, comment vous les récupérez? Vous allez dans Save Background Info. D'accord? Donc, cette option vous permettra de télécharger à travers un tableau délimité les résultats. Maintenant, vous avez la possibilité, vous avez bien entendu la possibilité d'inclure ou non les séquences en même temps. D'accord? Donc, ce que moi je fais, avant de faire ce Save Background Info, je reviens ici pour dire, je prends ces informations dans cet ordre-là, ou j'utilise, je compose mon label. Ça va être plus simple. Donc, dans mon label, ce qui m'intéresse, j'utilise l'accession comme le premier paramètre. 1. Le nom de l'échantillon, je vais mettre 2. Le sous-type, je vais le mettre 3. Le pays, je vais le mettre 4e information. L'année de collecte, je vais mettre 5e information. Je pense que c'est ça. Et organisme, si vous voulez. Non, je prends déjà la taille de la séquence, ça m'intéresse. Je mets 6. Et organisme, je mets 7. Donc, voici les éléments d'information accessoires à mes séquences que moi, je voudrais récupérer. Donc, les métadonnées. Donc, je vais cocher accession, je donne l'attribut 1. Nom de code de l'échantillon, attribut 2. Sous-type de l'échantillon, attribut 3. Pays, attribut 4. Année de collecte, attribut 5. Longueur de la séquence, attribut 6. Et le type, l'organisme, l'attribut 7. Donc, j'ai renseigné les informations de métadonnées qui m'intéressent par rapport à mes requêtes. Donc, je reviens dans Background, Save Background Info. Donc, dans Background Info, vous avez cette liste-là que vous avez définie. Et maintenant, vous pouvez récupérer cette liste-là en faisant ces informations-là ou alors en incluant vos séquences. Pour chaque séquence, c'est ce qu'on a récupéré en fichier séparé. Par exemple, ça. Je fais ça. Annuler. Je fais TD. Donc,
choisir une application. Donc, je vais partir juste... je vais partir dans le fichier qui contient le fichier à proprement dit que je viens de télécharger. Je clique sur ça. Je me demande de l'ouvrir. Donc, je peux l'ouvrir avec texte. Donc, voici comment le fichier que j'ai téléchargé. Si vous cliquez sur le fichier que vous avez récupéré tout à l'heure, voici comment ça se présente. Donc, la première séquence, c'est naturellement la séquence de référence que vous avez téléchargée. Elle est longue. Ensuite, vous avez les autres séquences. On va exploiter ça la prochaine fois. Maintenant, je reviens un peu en arrière. Donc, sur les informations que nous voulons récupérer. Donc, j'ai défini les noms des paramètres de 1 à 7. Et donc, ce que je fais, je valide. Donc, maintenant que j'ai validé ces informations-là, je fais la récupération de ces informations-là. Donc, je vais donner le même nom que tout à l'heure, là, mais en faisant métadonnées MD-8, je fais précéder ça par mon fichier pour juste que moi, je puisse me retrouver. Donc, le fichier va arriver dans un format texte que je pourrais ouvrir sur Excel, sur n'importe quel fichier plat. On pourrait l'exploiter sur Excel ou autre. Donc, j'enregistre cette information-là. Donc, on en est au deuxième point de notre questionnement. Donc, on a ça, on a fait ça. Maintenant, on nous dit, pour chacune des séquences composées ou récupérées, un lot de 5 à 10 séquences homologues par une épreuve de BLAST. D'accord? Donc, ça voudrait dire quoi? Sur votre interface, ne changez pas. Donc, on vous demande de faire pour chacune des expériences. Normalement, c'est d'aller chercher chaque séquence et de le blaster sur NCBI et récupérer les séquences qui sont les plus proches, 5 à 10. Mais ici, vous pouvez directement cocher une épreuve de BLAST pour cette séquence, votre requête, et vous demander à exécuter cette épreuve-là. Donc, j'ai ça. Donc, pour cette séquence-là, on va avoir un BLAST qui est fait en plus de cela. Donc, j'enregistre pas ça, je vous montre juste la possibilité. Donc, la prochaine séance, on aura à faire cela, il est 20 heures. Donc, je vais devoir vous libérer. Donc, la prochaine séance, on va continuer à partir de ce point où on nous demande pour chacune des séquences de blaster. Donc, chacun, de son côté, peut reprendre cet exercice qui est très simple, faire et refaire plusieurs fois pour avoir la main. Maintenant, l'information que je n'ai pas soulevée ou que je n'ai pas partagée avec vous, que vous pouvez faire chez vous, regardez, on vous dit, si vous mettez le curseur devant chaque séquence, vous avez le démarrage, le point de démarrage de la séquence et la fin de la séquence ici. Donc, cette région qui couvre ici, je vais mettre le curseur ici. Donc, ça va de 2000, vous pouvez noter ça quelque part, de 2243, c'est le premier coordonné, donc le démarrage de ma séquence que moi, je suis en train de vouloir récupérer, et ça finit à 3814, c'est les coordonnées par paire de base. Donc, vous pouvez, lorsque vous avez sélectionné toutes ces séquences-là, vous pouvez définir exactement là où récupérer sur le total du génome complet. Donc, ce bloc jaune que vous voyez ici, vous pouvez dire couper ma séquence à 2243. L'autre extrémité, c'était 3814, si je ne me trompe. D'accord? Et à partir de ce moment, toutes vos séquences que vous allez récupérer,
vont être à cette taille-là. Donc, vous pouvez récupérer ce fichier-là. Donc, je mets download sequence. Donc, je vais faire ça. Je vais récupérer ici les accessions et je vais récupérer ce fichier. Donc, la prochaine fois, on va comparer le premier fichier qu'on a récupéré et ce deuxième qu'on vient de récupérer maintenant. Donc, je mets lui 1 et l'autre 2. Donc, TD 2, je vais faire, c'est le deuxième que j'ai récupéré qui va être de taille plus courte. Donc, ça, on reviendra sur ces informations-là la prochaine fois. Donc, pour aujourd'hui, on s'en tient à cela et la prochaine fois, on complète l'analyse. D'accord? Y a-t-il des questions avant qu'on se quitte? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. OK. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine séance. Je vais voir avec votre responsable si on peut intercaler des séances parce qu'on a raté, je pense, 2 lundis. De suite, on l'a raté, 2 ou 3 lundis même. On l'a raté. D'accord? On aurait pu faire, mais on n'a pas fait de cours. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine séance. Allez, bonne soirée. Merci, pareillement. À vous aussi. Merci.